Et on va continuer l'émission tout de suite avec toi, Pierre, puisque tu vas nous parler de deux films, de 9 mois ferme et du Majordome. Et oui, alors je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti. Il est à une de ses dernières semaines d'exploitation, mais bon, j'ai vu quand même cette semaine Le Majordome, le dernier film de Lee Daniels, réalisateur de Precious et de Paperboy récemment. Alors, on pourra peut-être bientôt plus le voir au cinéma, mais on risque tout de même d'en entendre encore parler bientôt, puisqu'il fait partie des favoris dans la course aux Oscars. Bon, bien sûr, faut avouer ce qui est, à l'instar de Lincoln ou d'autres films avant lui, Le Majordome, c'est un film qui est formaté pour les Oscars. Une grande épopée avec un grand héros torturé, un film choc sur l'histoire des États-Unis, mais avec une mise en scène ultra classique. Mais bon, c'est pas un mauvais film pour autant. Alors ça parle de l'histoire vraie, et le film insiste beaucoup là-dessus, de Cecil Gaines, joué par le très grand Forest Whitaker, qui était l'excellent Amin Dada dans Le Dernier Roi d'Écosse, film pour lequel il avait eu l'Oscar du meilleur acteur. Donc Cecil Gaines, un Afro-Américain qui est né dans les plantations de coton du sud des États-Unis dans les années 20, prédestiné comme son père à devenir un esclave moderne comme cueilleur de coton. Il échappe de la plantation et deviendra par la force des choses quelques années plus tard majordome à la Maison Blanche sous l'administration Eisenhower. Il y restera jusqu'en 1986, c'est-à-dire pendant le second mandat de Reagan. Il aura donc connu pas loin de 7 présidents, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter et Reagan, et aura traversé autant de crises politiques et de moments historiques, de l'assassinat de Kennedy à la guerre au Vietnam. Et donc parallèlement à sa vie de majordome, on suit sa vie de famille avec sa femme, jouée par Oprah Winfrey, qui n'est pas si mal dans ce rôle un peu à contre-emploi, mais aussi ses enfants, dont l'aîné deviendra un des membres importants du mouvement des droits civiques, le mouvement des Noirs américains pour obtenir les mêmes droits que les Blancs, y compris le droit de vote. D'abord apôtre de Martin Luther King, il deviendra ensuite membre du Black Panther Party, tandis que son frère cadet s'engagera au Vietnam. Et c'est le vrai sujet, je dirais le véritable enjeu du film, la relation entre la communauté noire et l'impérialisme blanc dans ces décennies charnières de l'histoire des États-Unis que sont les années 50 et 60, et ce jusqu'à l'élection d'un Afro-Américain à la tête de ce pays avec Barack Obama en 2008. Et cette relation complexe entre la communauté noire et la communauté blanche, qui a du mal à oublier son statut de dominant, est souvent très juste dans le film. D'autant plus qu'elle est toujours traitée d'un double point de vue au sein de la communauté noire. Celui du père, domestique pour les Blancs, mais en même temps employé de la Maison Blanche, qui a une conscience politique, mais qu'il est obligé de taire s'il veut garder son poste. En même temps, il est employé, donc en relation directe avec les chefs d'État, dont il s'aperçoit qu'ils sont souvent conciliants et de plus en plus ouverts aux questions des droits civiques pour la communauté noire. Et à côté de ça, il y a le point de vue du fils, militant pour les droits des Noirs, confronté à la violence et au racisme ignoble d'une partie du peuple américain et au mépris des autorités qui le jettent en prison pour avoir osé s'asseoir sur une place réservée aux Blancs, tandis que les meurtres commis par le Ku Klux Klan restent impunis. Le film, souvent assez dur, est assez fort dans sa manière qu'il a de montrer l'histoire moderne des États-Unis, du point de vue de la communauté noire. Pour citer le réalisateur Lee Daniels, c'est un film qui permet de réfléchir à ce que la communauté noire a vécu au cours de ces 50 dernières années, afin que des gens comme moi puissent obtenir le droit de vote. Cela transcende la vision entre noir et blanc, et j'y tenais, car au-delà du mouvement des droits civiques, le film parle des rapports entre un père et son fils. Le majordome transcende le conflit entre communautés et dépasse la seule histoire américaine, c'est un récit universel. Bon, la formule est un peu facile, mais globalement je suis assez d'accord, et en ce sens je trouve qu'on peut rapprocher le travail de Lee Daniels de celui de Spike Lee, dans le film Malcolm X notamment. Voilà. Alors cependant, je pense que le film aurait gagné en force et en puissance si sa mise en scène avait été plus soignée. Ici, elle est vraiment à minima pour un film américain. Elle est très ennuyeuse et répétitive et fait penser aux productions TV de la Fox ou aux films HBO des années 90. Ça m'a presque fait penser à cette catastrophe de mise en scène qui était Muhammad Ali Greatest Fight de Stephen Frears. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était assez terrible. Bon, le majordome, c'est un peu au-dessus, mais ça reste incroyablement classique, presque démodé. Chaque séquence ressemblant à la lettre, respectant à la lettre le même système, avec au centre chaque fois le même montage alterné censé produire un effet de choc chez le spectateur. Mais bon, ça marche pas vraiment à chaque fois. De plus, le film, qui dure 2h15, souffre de quelques longueurs, et cette mise en scène vide de dynamisme n'est pas là pour arranger les choses. Le sujet du majordome est très fort, il est traité avec beaucoup de justesse, mais il manque à ce film un véritable moment fort, marquant. Une séquence dont on a envie de se souvenir, de revoir, où la mise en scène, que ce soit par le travail sur l'image, le son ou le jeu des acteurs, vient souligner l'action et lui apporter un souffle épique qui nous donne envie de classer ce film au rang des films qui ont compté dans l'histoire du cinéma. Mais malheureusement, malgré la noblesse des enjeux, la qualité indéniable et la force de son récit, le film navigue dans des eaux un peu trop calmes du classicisme spielbergien à l'américaine. Dommage, ça aurait pu faire un grand film. Mais bon, je lui donne un
Je donne un 7 sur 10 parce que moi je suis gentil, tu vois. Voilà. C'est les deux opposés en fait. Ouais. Moi je fais des critiques assez gentilles et les Voilà. notes sont plus sévères. Mais bon, comme on a donné ça, un 7,5 à Quai d'Orsay, je donnais un 6,5 alors au majordome. D'accord. Voilà, comme tu On augmentes, va je se- descends, que ça en fait un peu D'accord. une moyenne. C'est ça, c'est la moyenne qui est respectée. On va voir si tu vas être gentil pour le prochain film, 9 mois ferme. Et oui, donc le second film que j'ai vu cette semaine, c'est en effet 9 mois ferme. Donc 9 mois ferme, c'est le 5e film d'Albert Dupontel en tant que réalisateur, après Bernie ou Enfermé dehors, entre autres. Et c'est aussi son 34e film en tant qu'acteur. Alors Dupontel, on connaît un peu le personnage, réputé d'être le trublion du cinéma français, avec ses rôles souvent de marginaux et son humour plutôt noir, qu'on retrouve toujours dans ses films, mais parfois aussi dans d'autres films, comme par exemple dans l'excellent Le Grand Soir de Kevern et Delépine, où il tenait un rôle aussi historique qu'hilarant. Alors dans 9 mois ferme, on retrouve également Sandrine Kiberlin, dans le rôle d'une juge plutôt coincée, qui se refuse à toute relation sentimentale avec des hommes, parce que c'est tous des lâches. Et qui un jour, quelques 6 mois après un réveillon un peu arrosé, ses collègues l'ont cherché dans son bureau et l'ont forcé à boire, elle se retrouve miraculeusement enceinte. Après quelques enquêtes ADN notamment, elle découvre, horrifiée, que le père de son bébé à naître n'est autre que Bob Nolan, joué par Dupontel, braqueur réputé pour avoir présumément découpé en morceaux le propriétaire du dernier appartement braqué avant de lui avoir mangé les yeux. Ah ouais. S'ensuit une recherche à la Very Bad Trip de qu'est-ce qui a bien pu se passer ce soir-là et comment faire pour que les autres membres de la cour n'en aperçoivent rien. Alors vous l'avez compris, on est dans le pur style Dupontel, des personnages hauts en couleur et de l'humour noir. Alors première chose, le film est très drôle. J'ai jamais été un fan absolu de l'humour de Dupontel, et tout ne me fait pas me rouler par terre dans ce film, mais il y a 3 ou 4 passages vraiment drôles dans ce film. C'est de l'humour plutôt noir, certes, mais bon, je vous préviens tout de suite, on reste malgré tout plutôt bon enfant, hein, c'est assez loin de l'humour méchant d'Harakiri ou autre. Alors j'avais un peu peur, au vu de la bande-annonce, que les personnages soient un peu clichés, et donc un peu trop risibles pour être véritablement drôles, mais au final, ils ne sont pas si clichés que ça. Alors certes, on rit beaucoup de la frigidité de la juge, mais pas tellement car son comportement est excessif et irréel, mais plus car justement il est plutôt réaliste et nous rappelle souvent le comportement et les réflexions de certaines connaissances, membres des chiennes de garde et autres lectrices de Cosette. Le personnage de... c'est sympa, on va se faire des amis avec... Ouais, Ouais, pense, voilà, je suis le club des amis de Cinéphage. Le personnage de Bob Nolan n'est pas sans rappeler donc le Bernie du film homonyme, le SDF dans Enfermé dehors et par extension presque tous les personnages joués par Dupontel dans ses films. Mais le côté gentil et sympa dans le fond est un peu en plus. Alors son côté un peu bête le rend aussi drôle qu'attachant et en fin de compte le duo Dupontel-Kiberlin, s'il n'est pas anthologique, n'en est pas moins plutôt réussi. Mais le film fourmille aussi de personnages secondaires très travaillés et tout aussi hilarants. À commencer par Maître Trollos, un avocat bègue joué par Nicolas Marié, ou bien le policier de vidéosurveillance joué par l'excellent Bully Lanners, etc., etc. Et chaque personnage vaut son pesant de rire. Et ce que j'ai apprécié vraiment dans ce film, parce que c'est plutôt rare, il faut bien l'admettre, c'est que chaque personnage est vraiment très bien travaillé. Et enfin, le film réserve également toute une série de caméos de personnalités du cinéma français et international qui feront plaisir à beaucoup de cinéphiles. Alors certes, on pourra reprocher au film des passages un peu inégaux, une histoire somme toute attendue, mais le film n'en est pas moins très drôle, et la mise en scène, qui peut parfois être très surprenante, sert plutôt bien cet humour, et on passe un très bon moment, et je lui mets un 8 sur 10, et là je suis ni gentil ni méchant, ça vaut vraiment un 8 sur 10. Il n'y a que des bonnes notes en fait. Il n'y a là. que des bonnes notes, mais oui, mais c'est ça Pas de Cinéphage. mauvaise- Ouais, parce On qu'on aime va le voir- cinéma. on va voir les C'est bons vrai. films en fait. Et aussi, oui. C'est vrai qu'il y a une présélection qui Voilà. est faite.